Il y a des soirs qui changent tout. Ce soir-là, Camille attendait son mari au restaurant pour leur anniversaire de mariage. Il lui avait envoyé un message pour dire qu'il était encore au bureau. Il était assis à quelques mètres d'elle. Elle aurait pu se lever et tout briser en une seconde. Elle ne l'a pas fait. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Cette histoire est une œuvre de fiction, créée uniquement à des fins de divertissement. Ce soir-là, Camille reçut un message de son mari alors qu'elle était assise à quelques mètres de lui, sans le savoir. Elle regardait simplement son téléphone posé sur la nappe blanche et elle sourit avant même de lire, parce que 32 ans de mariage et le prénom d'Alexandre sur un écran suffisaient encore à lui faire ça, ce petit mouvement involontaire au coin des lèvres que le temps n'avait jamais réussi à effacer. Encore au boulot, mon amour. Réunion qui s'éternise. Bon anniversaire, ma chérie. J'arrive dès que possible. Un cœur rouge à la fin. Un seul. Elle posa le téléphone, prit une gorgée de chablis et laissa ses yeux parcourir la salle autour d'elle. Le Solane était plein ce soir-là de cette lumière ambre douce qu'elle avait toujours aimée, cette lumière qui faisait paraître les gens plus beaux et plus tendres, comme si la vie, vue depuis une table bien éclairée un soir de printemps, pouvait encore tenir toutes ses promesses. Bernard, le maître d'hôtel, avait apporté son verre sans qu'elle le demande, comme depuis des années, et c'était devenu une partie du décor de leur vie ensemble. Ce restaurant, comme l'appartement de la rue des Bernardins, comme le café du dimanche matin, comme la façon tranquille et douce qu'il avait de poser sa main dans son dos quand ils entrèrent quelque part ensemble. C'est en reposant son verre qu'elle vit le blazer. Accroché au porte-manteau près de l'entrée, Marine avec des boutons dorés qu'elle avait choisis elle-même 2 ans plus tôt dans un atelier du Marais, des boutons discrets avec ce petit motif en relief qui ressemblait à une encre marine et qu'elle avait trouvé si élégant qu'elle avait passé 20 minutes à les comparer avec d'autres avant de décider. Alexandre l'avait mis ce matin en partant, elle l'avait vu de dos dans l'entrée, son café à la main, pressé comme toujours, et il lui avait lancé un sourire par-dessus l'épaule avant de fermer la porte. Ce blazer était là, devant elle, dans un restaurant où son mari lui avait dit qu'il n'était pas. Elle ne cria pas et elle ne se leva pas. Elle fit simplement ce qu'elle avait toujours fait dans les moments où la vie lui présentait quelque chose de difficile à regarder en face. Elle prit une grande inspiration, elle laissa le calme revenir dans sa poitrine, et elle chercha la vérité avec ses yeux avant de la chercher avec son cœur. Ses yeux parcoururent la salle lentement, de gauche à droite, avec cette patience tranquille des gens qui savent que ce qu'on cherche finit toujours par apparaître si on se donne le temps de regarder vraiment. Les tables du rez-de-chaussée étaient remplies de visages inconnus. Le bar central accueillait 2 hommes seuls qui ne regardaient nulle part en particulier. Et puis il y avait la mezzanine, ce niveau surélevé sur la droite, discret, légèrement dans l'ombre, qu'on oublie facilement quand on entre et qu'on cherche quelqu'un près de la porte. Alexandre était là. Assis au bar de la mezzanine, penché vers une femme aux cheveux sombres élégamment coiffés, épaule contre épaule avec lui, et ils riaient ensemble de ce rire qu'on ne partage pas avec les collègues, ni avec les clients, ni avec les gens qu'on voit par obligation, ce rire des gens qui se connaissent depuis longtemps dans l'ombre et qui ont construit quelque chose ensemble loin des regards, loin des nappes blanches et des anniversaires et des petits cœurs rouges envoyés par message à des femmes qui attendent seules à une table réservée depuis 32 ans. La main de la femme était posée sur l'avant-bras d'Alexandre et lui regardait cette main avec une tendresse tranquille, comme si c'était la chose la plus naturelle et la plus évidente du monde. Il l'embrassa. Pas furtivement, pas comme quelqu'un qui surveille les alentours et qui a peur d'être vu, mais avec la sérénité absolue de quelqu'un qui se croit seul au monde, qui a oublié que le monde existe au-delà de cette femme et de ce bar et de ce moment. Camille sentit quelque chose changer en elle, pas une douleur vive, pas une explosion, mais quelque chose de plus lent et de plus profond, comme quand une lumière qu'on croyait fixe se met à vaciller et qu'on comprend soudainement que l'obscurité était là depuis le début, juste derrière, et qu'on ne l'avait pas vue parce qu'on ne voulait pas la voir. Elle reposa les yeux sur son verre de chablis. Ses mains étaient immobiles sur la nappe. Dehors, Paris continuait son soir de mai sans rien savoir de ce qui venait de se briser à la table 7 du Solin. Elle se leva. Une main se posa doucement sur son bras et un homme se tenait à côté d'elle, la soixantaine bien portée, costume gris anthracite, regard calme et direct, le genre de regard qui a traversé suffisamment d'épreuves pour ne plus avoir besoin de se justifier. Il se pencha légèrement vers elle et parla à voix très basse,
avec la précision tranquille de quelqu'un qui a attendu exactement le bon moment. « Ne bougez pas encore, madame. Je sais ce que vous venez de voir, et je sais aussi ce que vous ne savez pas encore. Cette femme là-haut avec votre mari a pris quelque chose qui vous appartient, quelque chose de bien plus précieux que cette soirée, et si vous me laissez vous expliquer, vous repartirez d'ici ce soir avec bien plus que ce que vous étiez venu chercher. » Camille le regarda longuement, sans bouger, sans parler, en cherchant dans ses yeux ce qu'on cherche toujours dans les yeux d'un inconnu qui arrive au mauvais moment avec les bonnes paroles. Une raison de faire confiance. Elle la trouva. Elle se rassit lentement, reprit son verre entre ses deux mains et attendit qu'il lui dise la suite. Il s'appelait Rodrigo. Il s'assit en face d'elle avec le naturel de quelqu'un qui a répété ce moment dans sa tête suffisamment de fois pour ne plus en avoir peur, posa ses deux mains à plat sur la nappe et la regarda sans détour, sans cette gêne qu'ont les gens quand ils apportent de mauvaises nouvelles à des inconnus. « Je connais cette femme, » dit-il. « Elle s'appelle Laure. Et il y a 2 ans, elle a fait à mon mariage exactement ce qu'elle est en train de faire au vôtre ce soir. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait avec cette attention calme qu'elle avait apprise en 30 années à observer les gens, à lire ce que les visages disent quand les mots ne suffisent plus, et ce qu'elle lisait sur le visage de cet homme n'était pas de la malveillance ni de la curiosité malsaine, mais quelque chose de plus simple et de plus lourd, la fatigue tranquille de quelqu'un qui a déjà tout perdu et qui n'a plus rien à perdre à dire la vérité. « Pourquoi vous êtes ici ce soir ?» demanda-t-elle enfin. Il sortit son téléphone, fit glisser quelques photos sur l'écran et le posa sur la table face à elle. La première image montrait Alexandre et Laure sortant ensemble d'un immeuble que Camille ne reconnut pas. Leurs silhouettes proches, leurs pas accordés comme ceux des gens qui ont l'habitude de marcher ensemble. La deuxième les montrait dans un café, penchés l'un vers l'autre par-dessus une petite table, souriant de ce sourire qu'on garde pour les moments qu'on ne raconte pas. La troisième était la plus difficile à regarder. Alexandre tenant la porte d'un appartement pour Laure, un geste si ordinaire et si intime à la fois qu'il en disait bien plus que n'importe quelle autre image. « Cet appartement, » dit Rodrigo doucement, « a été acheté il y a 8 mois. » Camille leva les yeux vers lui. « Acheté avec quoi ?»« Avec l'argent d'un compte que votre mari a ouvert seul, sans vous en parler, il y a un peu plus d'1 an. Un compte alimenté régulièrement depuis vos économies communes. » Le silence qui suivit fut long. Pas un silence de stupeur, pas un silence de colère, mais ce silence particulier qui arrive quand on comprend que ce qu'on vient d'entendre n'est pas une surprise absolue, que quelque chose quelque part au fond de soi le savait déjà, le sentait depuis un moment sans jamais oser lui donner un nom. Camille posa les yeux sur son verre, puis sur ses mains, puis sur les photos encore ouvertes sur le téléphone de Rodrigo. « Depuis combien de temps savez-vous tout ça ?» demanda-t-elle. « 3 mois. J'ai engagé un détective quand j'ai commencé à me douter que Laure voyait quelqu'un. Ce que j'ai découvert concernait votre mari autant que moi, et j'ai mis du temps à décider quoi faire de ces informations. » « Pourquoi ce soir ?» Il hésita une fraction de seconde, juste assez pour qu'elle voie que la réponse lui coûtait quelque chose. « Parce que ce soir, ils fêtent quelque chose là-haut. J'ai vu le message que Laure a envoyé ce matin à une amie. Ils pensent avoir tout réglé, tout sécurisé, et ils célèbrent ça pendant que vous attendez seul à cette table. » Camille regarda une dernière fois les photos, puis elle rendit le téléphone à Rodrigo avec un geste calme et précis, le geste de quelqu'un qui vient de prendre une décision importante sans avoir besoin d'y réfléchir davantage. « Qu'est-ce que vous proposez ?» dit-elle. Et pour la première fois depuis qu'il s'était assis en face d'elle, Rodrigo sourit, pas d'un sourire de satisfaction ni de vengeance, mais du sourire discret de quelqu'un qui attendait exactement cette question et qui sait que ce qui vient ensuite va tout changer. « Je propose qu'on ne fasse rien ce soir, » dit-il. « Je propose qu'on les laisse croire encore un peu que tout va bien, pendant que nous, madame, nous préparons la suite. » Camille hocha la tête lentement, appela Bernard d'un geste de la main et commanda une 2e coupe de chablis. Puis elle se retourna vers Rodrigo et dit simplement « Alors parlez-moi de Laure, je veux tout savoir. » Dehors, Paris continuait son soir de mai. Et à la table 7 du Solane, quelque chose venait de commencer. Les jours qui suivirent cette soirée au Solin furent les plus étranges de la vie de Camille, parce qu'ils ressemblaient exactement à tous les autres jours et qu'ils n'y ressemblaient pas du tout. Elle se levait à la même heure, préparait le café, posait la tasse d'Alexandre sur le bord du comptoir comme elle l'avait fait des milliers de fois, et elle l'observait boire ce café debout près de la fenêtre,
les yeux perdus sur les toits de Paris, sans savoir qu'elle l'observait différemment maintenant, avec cette attention nouvelle et douloureuse qu'on porte aux choses qu'on est en train de perdre. Il l'embrassait sur la joue avant de partir. Il lui disait à ce soir, il fermait la porte. Et Camille restait immobile quelques secondes dans le silence de l'appartement, les deux mains posées à plat sur le comptoir de la cuisine, à respirer calmement avant de commencer sa journée. Elle ne disait rien. Elle attendait. Rodrigo et elle s'étaient retrouvés 2 jours après le restaurant, dans une brasserie discrète du quartier latin. Une de ces adresses sans prétention, où les tables sont suffisamment espacées pour qu'on puisse parler sans être entendu. Il avait apporté une chemise cartonnée qu'il posa sur la table entre eux, avec la délicatesse de quelqu'un qui sait que ce qu'elle contient a le poids des choses irréversibles. « J'ai tout fait vérifier par un expert comptable indépendant, » dit-il. « Ce que vous allez voir est solide. » Camille ouvrit la chemise. Le premier document était un relevé de compte qu'elle ne connaissait pas, ouvert au nom d'Alexandre seul, 19 mois plus tôt, dans une banque différente de celle où ils avaient dans leur compte commun. Les mouvements étaient réguliers, méthodiques, jamais assez importants pour éveiller les soupçons, mais suffisamment fréquents pour représenter, au total, une somme qui lui coupa le souffle quand elle arriva au bas de la page. 64 000 € en 19 mois, prélevés par petites tranches sur leurs économies communes, transférés sur ce compte qu'elle n'avait jamais vu et dont elle ignorait l'existence. Elle tourna la page sans rien dire. Le deuxième document était un acte de propriété. Un appartement de 52 mètres carrés dans le 16e arrondissement, acheté 8 mois plus tôt au nom de Laure Vasseur, financé en grande partie par un virement provenant du compte secret d'Alexandre. L'adresse était imprimée en haut du document, claire et précise, avec ce détachement administratif des papiers officiels qui rend les trahisons encore plus froides à regarder. Camille pensa à toutes les fois où Alexandre était rentré tard ces derniers mois. À toutes les réunions qui s'éternisaient, à tous les dîners professionnels, à tous les week-ends où il avait dit être débordé. Elle pensa à la façon qu'il avait de poser son téléphone face vers le bas sur la table du salon, un geste si naturel, si progressif, qu'elle n'y avait jamais prêté attention. Elle pensa au petit cœur rouge au bas du message d'anniversaire, et quelque chose en elle se resserra doucement. Pas de la colère, pas encore, mais cette tristesse particulière qu'on ressent quand on réalise qu'on a fait confiance de toutes ses forces à quelqu'un qui utilisait cette confiance comme une couverture. « Il y a autre chose, » dit Rodrigo. Elle leva les yeux. « Laure n'en est pas à sa première fois. Avant votre mari, il y avait un autre homme, à Bordeaux, il y a 5 ans. Le même schéma. Une relation longue, un compte alimenté discrètement, un bien immobilier acheté à son nom. Cet homme a tout perdu et n'a jamais pu prouver quoi que ce soit parce qu'il a réagi trop vite, trop fort, sans preuve suffisante. » Camille referma la chemise lentement et garda les 2 mains posées dessus, comme pour en contenir le contenu, comme si les documents à l'intérieur pouvaient encore changer de nature si elle les tenait assez fermement. « Elle fait ça depuis longtemps, » dit-elle, et ce n'était pas vraiment une question. « Assez longtemps pour savoir exactement comment ne pas se faire prendre, » répondit Rodrigo. Ils restèrent silencieux un moment, chacun avec son propre poids à porter, et Camille pensa à ce que ça faisait d'être assis en face de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'on traversait parce qu'il l'avait traversé lui-même. Cette solitude particulière de la trahison que personne ne comprend vraiment de l'extérieur. Elle pensa qu'il y avait quelque chose d'étrange et de précieux à se retrouver ainsi, 2 inconnus réunis par le mensonge des autres autour d'une table de brasserie avec un café froid et une chemise pleine de preuves. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» dit-elle enfin. Rodrigo posa les coudes sur la table et la regarda avec cette expression calme et résolue qu'elle commençait à reconnaître comme la sienne, cette façon qu'il avait d'habiter les moments difficiles sans en être écrasé. « Maintenant, dit-il, on les laisse continuer. On ne touche à rien, on ne dit rien, on ne change rien dans votre quotidien. Vous rentrez ce soir, vous posez la tasse de café de votre mari sur le comptoir demain matin et vous souriez. Pendant ce temps, nous préparons chaque détail de ce qui va suivre et nous attendons le bon moment. » Camille hocha la tête lentement. Elle prit la chemise cartonnée, la glissa dans son sac, régla les 2 cafés avant que Rodrigo puisse le faire, et se leva. Elle boutonna son manteau, noua son écharpe, et avant de partir, elle se retourna vers lui une dernière fois. « Merci, » dit-elle simplement. Il fit un signe de la tête, sans un mot, et elle sortit dans le froid du matin avec 64 000 € de trahison dans son sac, et pour la première fois depuis cette soirée au Solin, quelque chose qui ressemblait à de la paix.
Maître Leblanc reçut Camille un mardi matin dans un cabinet du quartier Saint-Germain, au 2e étage d'un immeuble ancien dont les escaliers en bois craquaient à chaque marche, comme s'ils avaient eux aussi des choses à dire. Le bureau était chaleureux et encombré de dossiers, avec une grande fenêtre qui donnait sur les toits, et une odeur de papier vieux qui rappelait à Camille les bibliothèques de son enfance. Maître Leblanc avait la soixantaine, des lunettes rondes et ce genre de visage qui inspire confiance immédiatement, pas parce qu'il est beau ou imposant, mais parce qu'il est honnête, parce qu'on voit tout de suite que cette femme a passé sa carrière à écouter des gens dans la douleur, et qu'elle a appris depuis longtemps à recevoir les histoires difficiles sans les juger. Elle écouta Camille pendant 20 minutes sans l'interrompre une seule fois. Quand Camille eut fini, Maître Leblanc posa son stylo, joignit les mains sur le bureau et dit avec une douceur ferme qui ne laissait aucune place au doute : « Vous êtes protégée, Madame Moreau. Tout ce qui a été prélevé sur vos comptes communs sans votre consentement vous appartient, et nous allons récupérer chaque centime. » Camille sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle portait depuis des jours sans en mesurer le poids, cette angoisse sourde de ne pas savoir si la loi était de son côté, si ce qu'Alexandre avait fait pouvait être défait, ou si elle allait simplement devoir absorber la perte en plus de tout le reste. « Il faut constituer un dossier solide », continua Maître Leblanc. « Les relevés du compte secret, l'acte de propriété de l'appartement, les preuves des transferts, tout ce que vous avez déjà est excellent. Nous aurons également besoin d'un état précis de votre patrimoine commun depuis le début du mariage, pour établir clairement ce qui vous revient de droit. » Elles travaillèrent ensemble pendant 2 heures ce matin-là, et Camille fut frappée par le calme méthodique de cette femme, par la façon qu'elle avait de transformer ce qui semblait être un chaos émotionnel en une série de démarches claires et précises, chaque problème devenant un point à régler, chaque trahison devenant une pièce à verser au dossier. Il y avait quelque chose de profondément rassurant dans cette approche, comme si la loi, avec toute sa froideur apparente, était en réalité la chose la plus humaine qu'on puisse opposer à l'injustice. En rentrant chez elle ce soir-là, Camille s'arrêta devant la porte de l'appartement et resta immobile quelques secondes dans le couloir, la main sur la poignée, à écouter le silence de l'autre côté. Alexandre n'était pas encore rentré. Elle entra, posa son sac sur la console de l'entrée et traversa le salon jusqu'à la fenêtre qui donnait sur les toits de Paris dans la lumière du soir. Elle appela sa fille. Inès avait 30 ans et vivait à Lyon depuis 3 ans avec son compagnon. Elles se parlaient 2 fois par semaine, le mercredi soir et le dimanche matin, avec cette régularité douce qui est la forme que prend l'amour entre une mère et une fille adulte quand tout va bien. Camille ne lui dit pas tout. Elle ne lui dit pas les photos, ni le compte secret, ni l'appartement du 16e. Mais elle lui dit « Je voulais juste entendre ta voix ce soir. » Il y eut un silence sur la ligne, ce silence particulier des enfants qui connaissent leur mère mieux qu'elles ne le croient, et Inès dit doucement « Ça va, maman ?»« Ça va, » dit Camille. « Je suis juste un peu fatiguée. »« Tu es sûre ?»« Oui. »« Dis-moi comment tu vas, toi. » Inès parla pendant 20 minutes de son travail, de son compagnon, d'un week-end qu'il projetait en Bretagne, et Camille écouta avec ce plaisir tranquille qu'on a à entendre la vie des gens qu'on aime quand la sienne est temporairement suspendue. Quand elle raccrocha, elle se sentait un peu plus légère, pas parce que les problèmes avaient changé, mais parce que certaines voix ont ce pouvoir-là, celui de rappeler qu'il existe au-delà de la trahison et des dossiers et des comptes secrets, un monde qui continue, des gens qui vous aiment simplement, des week-ends en Bretagne qui n'appartiennent à personne d'autre. Alexandre rentra à 22 heures, l'air détendu, avec cette aisance des gens qui ont passé une bonne soirée et qui n'ont aucune raison de s'en cacher parce qu'ils pensent que personne ne sait. Il dit qu'il avait dîné avec un client, que ça s'était bien passé, qu'il était fatigué. Camille lui dit bonne nuit et alla se coucher la première. Elle s'endormit rapidement, ce qui la surprit elle-même, parce qu'elle avait cru que les nuits seraient difficiles, longues et silencieuses, et pleines de pensées qui tournent. Mais il y avait dans le fait d'agir, de préparer, de construire pas à pas quelque chose de solide, une forme de paix que l'attente passive n'aurait jamais pu lui donner. Demain, elle retrouverait Rodrigo. Et le plan avancerait encore d'un pas. Ce fut Alexandre lui-même qui lui tendit la perche, un jeudi soir, en rentrant plus tôt que d'habitude avec cette légèreté dans la voix qu'il avait quand il voulait quelque chose. Il s'assit en face d'elle à la table de la cuisine, se versa un verre d'eau et dit avec ce ton faussement désinvolte qu'elle connaissait depuis 32 ans
Il y a une opportunité d'investissement intéressante en ce moment, un placement à court terme, très sécurisé, avec un rendement correct. Je pensais qu'on pourrait y mettre une partie de nos économies. Camille leva les yeux de son livre. « Quel type de placement ?» dit-elle. « Une société de gestion patrimoniale. Des gens sérieux, recommandés par un collègue. Il faudrait juste signer quelques documents pour autoriser le transfert depuis notre compte joint. » Elle le regarda quelques secondes, cet homme assis en face d'elle avec son verre d'eau et son air de mari ordinaire qui parle d'argent après le dîner, et elle pensa à Maître Leblanc, à Rodrigo, à la chemise cartonnée dans le tiroir de son bureau, à 64 000 € qui avaient disparu en 19 mois, par petites tranches silencieuses. Elle pensa à tout ça et elle sourit. « Bien sûr, » dit-elle. « Tu as confiance en ces gens ?»« Complètement. »« Alors j'ai confiance aussi. Montre-moi les documents quand tu les auras. » Alexandre hocha la tête avec ce sourire légèrement soulagé des gens qui s'attendaient à une résistance et qui n'en trouvent pas, et il changea de sujet, parla de la météo du week-end, du film qu'il avait envie de voir, de choses ordinaires et légères, et Camille répondit à tout ça avec la même tranquillité, la même présence attentive, sans que rien dans son visage ni dans sa voix ne laisse voir ce qu'elle savait. Quand il alla se coucher, elle resta seule à la table encore un moment, les mains posées à plat sur la toile cirée, et elle pensa que c'était une chose étrange et difficile que de regarder quelqu'un qu'on a aimé profondément se servir de cette confiance qu'on lui a donnée librement comme d'un outil, avec une habileté si tranquille qu'il n'en avait même plus conscience. Le lendemain matin, elle envoya un message à Maître Leblanc. L'avocate répondit en moins d'1 heure. Signez si les documents sont légaux et ne comportent aucune clause abusive, chaque signature sera une preuve supplémentaire de sa manœuvre, et nous en aurons besoin. Camille lut ce message 2 fois, le supprima et rangea son téléphone dans sa poche avec la satisfaction froide de quelqu'un qui vient de poser la dernière pièce d'un mécanisme qu'elle a construit patiemment et qui est maintenant prêt à fonctionner. Elle retrouva Rodrigo cet après-midi-là dans la même brasserie du quartier latin. Il avait l'air plus reposé que les fois précédentes, comme si la progression du plan lui rendait quelque chose qu'il avait perdu, cette sensation d'avoir prise sur les choses qui disparaît quand on est trahi et qu'on ne comprend pas encore ce qui vous est arrivé. « Le dossier est complet, » dit-il, en posant une nouvelle chemise sur la table. L'expert comptable a terminé son rapport. Chaque transfert est documenté, chaque date est vérifiée, chaque somme est tracée depuis nos comptes communs jusqu'au compte secret et jusqu'à l'appartement. C'est solide. Et l'or ? Dit Camille. Elle ne se doute de rien. J'ai vérifié discrètement auprès de connaissances communes. Elle est sereine, confiante, convaincue que tout est en ordre. Il marqua une pause. Il pense en fêter quelque chose la semaine prochaine. Camille leva les yeux. Quoi donc ? Le premier anniversaire de l'appartement. Laure en a parlé à une amie. Un dîner chez eux, dans le 16e, pour célébrer 1 an de ce qu'ils appellent leur vraie vie. Il y eut un silence entre eux, pas un silence lourd, mais ce silence particulier des gens qui viennent de comprendre en même temps que le moment est arrivé, que ce qu'ils ont construit patiemment depuis des semaines a trouvé son heure. Alors c'est la semaine prochaine, dit Camille. Si vous êtes prête. Elle pensa à l'appartement de la rue des Bernardins, au café du dimanche matin, à la photo sur le buffet de l'entrée, à 32 ans de vie commune qui avaient été utilisés comme décor pendant qu'autre chose se construisait dans l'ombre. Elle pensa à Inès, à sa voix au téléphone, à ce week-end en Bretagne qu'elle projetait avec son compagnon. Elle pensa à Maître Leblanc et à sa façon de dire « vous êtes protégé » avec cette douceur ferme qui ne laissait aucune place au doute. « Je suis prête depuis le soir du Solane », dit-elle. Rodrigo hocha la tête, referma la chemise et la glissa vers elle sur la table. Camille la prit, la rangea dans son sac, régla les cafés comme d'habitude et se leva. Avant de partir, elle sortit son téléphone et chercha le numéro que Rodrigo lui avait transmis des semaines plus tôt. Elle le fixa quelques secondes, puis elle appela. La voix qui répondit était douce et assurée, la voix de quelqu'un qui ne s'attend à rien de particulier un jeudi après-midi. « Allô ? Madame Vasseur ?» dit Camille avec un naturel parfait. « Je suis une amie commune d'Alexandre. Il m'a beaucoup parlé de vous et j'aurais aimé qu'on se rencontre. J'organise un petit dîner informel chez moi mercredi prochain, rue des Bernardins, juste quelques personnes proches. Alexandre sera là, bien sûr. Vous seriez la bienvenue. » Ensuite, il y eut une courte pause, juste assez longue pour qu'on entende leur sourire de l'autre côté. « Avec plaisir, dit-elle. Merci de l'invitation. »
C'est moi qui vous remercie, dit Camille. Elle raccrocha, glissa le téléphone dans sa poche et sortit dans la rue avec ce calme absolu de quelqu'un qui vient de fermer le dernier verrou d'une porte que personne ne pourra plus ouvrir. Le mercredi soir, Camille disposa les chaises autour de la table du salon avec le soin tranquille de quelqu'un qui prépare quelque chose d'important et qui sait exactement ce qu'elle fait. Maître Leblanc arriva la première, à 18h45, avec sa sacoche en cuir marron et ses lunettes rondes, et cette présence posée qui remplissait les pièces sans les écraser. Rodrigo arriva 2 minutes après, sobre et silencieux, s'assit sur la chaise que Camille lui avait indiquée et posa les mains sur ses genoux. Ils vérifièrent ensemble que tout était en ordre, que chaque document était à sa place dans la chemise cartonnée au centre de la table, et ils attendirent. Alexandre arriva le premier des deux, à 19h pile, avec cette ponctualité approximative qui avait toujours été la sienne. Il ouvrit la porte avec sa clé, lança un bonsoir distrait vers le couloir, et s'arrêta net en voyant les gens assis autour de sa table de salon. Son regard fit le tour de la pièce rapidement, Maître Leblanc qu'il ne connaissait pas, Rodrigo qu'il ne connaissait pas non plus, Camille debout près de la fenêtre, les bras le long du corps, et la chemise cartonnée au centre de la table, et quelque chose dans la composition de cette scène lui dit immédiatement que ce soir n'était pas ce qu'il croyait. « Qu'est-ce qui se passe » dit-il. Camille ne répondit pas. Elle regarda simplement vers la porte restée entr'ouverte, et Alexandre suivit son regard juste au moment où Laure apparaissait sur le seuil. Elle entra avec ce sourire assuré qu'elle avait toujours, ce sourire de quelqu'un qui s'attend à une soirée agréable entre gens qui se connaissent, et puis elle vit Alexandre figé au milieu du salon, et elle vit Rodrigo assis près de la fenêtre, et son sourire disparut si vite et si complètement qu'on aurait dit qu'il n'avait jamais existé. Elle s'arrêta au milieu de la pièce, incapable d'avancer et incapable de reculer, avec ce regard des gens qui comprennent en une fraction de seconde qu'ils sont entrés dans quelque chose dont ils ne contrôlent plus rien. « Bonsoir, Laure », dit Camille. Sa voix était parfaitement égale, sans ironie, sans triomphe, juste ce calme absolu qui était devenu le sien depuis le soir du Solane et qui, dans ce silence, pesait bien plus lourd que n'importe quel éclat. « Asseyez-vous tous les deux », dit Maître Leblanc. Ils s'assirent, Alexandre et Laure côte à côte sans se regarder, avec cette distance soudaine entre eux qui était peut-être la chose la plus révélatrice de toute la soirée, ces deux personnes qui avaient partagé un secret pendant 19 mois et qui maintenant, sous le regard de ceux qu'ils avaient trahis, ne trouvaient plus rien à se dire, ni même la force de se toucher. Maître Leblanc ouvrit la chemise et posa les documents sur la table un par un, avec ce même calme professionnel qu'elle avait dans son bureau du quartier Saint-Germain, comme si la nature du lieu ne changeait rien à la nature des faits. Le relevé du compte secret, l'acte de propriété de l'appartement du 16e, le rapport de l'expert comptable, les preuves des transferts. Elle nomma chaque chose clairement, avec des mots simples, sans emphase ni cruauté, et chaque document posé sur la table était comme une lumière qu'on allume dans une pièce qu'on croyait pouvoir garder dans l'obscurité indéfiniment. Laure tenta quelque chose. Elle redressa légèrement les épaules, prit une inspiration et dit avec ce sang-froid qu'elle avait toujours eu dans les situations difficiles « Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais… » Laure. Ce fut Rodrigo qui parla, une seule fois, avec son prénom. Et il y avait dans ce mot la façon particulière qu'ont les gens de prononcer le prénom de quelqu'un qu'ils ont aimé et qui les a trahis. Cette façon qui dit « Je te connais vraiment », bien mieux que tu ne le crois, et qui rend toute défense inutile avant même qu'elle commence. Laure se tut. Alexandre, lui, regardait les documents sans les toucher, comme si ne pas les toucher pouvait encore retarder le moment où ils deviendraient entièrement réels. Il avait les mains à plat sur ses genoux, et le visage de quelqu'un qui assiste à l'effondrement de quelque chose qu'il a lui-même construit et dont il comprend maintenant, trop tard, l'ampleur exacte de ce que ça va coûter. « Il y a les papiers de divorce », dit Maître Leblanc en posant la dernière liasse sur la table, et une mise en demeure de remboursement intégral des sommes détournées, intérêts compris, adressés à vous deux solidairement. Le silence qui suivit fut long et pesant, et plein de tout ce qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce fut Camille qui le rompit. Elle s'avança lentement vers la table, prit la chemise cartonnée vide, la plia soigneusement et la glissa sous son bras, et elle regarda Alexandre et Laure l'un après l'autre, longuement, avec cette attention tranquille et définitive de quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont pour la première et la dernière fois en même temps. « Vous avez cru que personne ne regardait ?» dit-elle. « Vous avez eu tort.
Elle prit son manteau sur le dossier de sa chaise, le boutonna lentement, noua son écharpe et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta une dernière fois sur le seuil, se retourna vers eux une seule fois et dit avec une douceur qui était peut-être la chose la plus dévastatrice de toute la soirée, « Bonne nuit ». La porte se ferma derrière elle avec un claquement doux et définitif, et dans le couloir, Rodrigo la rejoignit en silence, et ils descendirent les escaliers ensemble sans dire un mot. Et quand ils sortirent dans la rue le soir de Paris, les accueillit avec cette indifférence magnifique qu'ont les grandes villes pour les petites et les grandes tragédies humaines. Camille respira l'air frais et leva les yeux vers le ciel. « C'est fini », dit-elle simplement. « Oui », dit Rodrigo. Et ils marchèrent. Les choses se défont toujours plus vite qu'elles ne se construisent. Alexandre le découvrit dans les semaines qui suivirent avec cette brutalité silencieuse que la vie réserve aux gens qui ont cru pouvoir mener deux existences en parallèle, sans que l'une finisse par contaminer l'autre. Le cabinet de conseil où il travaillait depuis 12 ans était un milieu petit et fermé. Un de ces mondes professionnels où la réputation circule plus vite que les informations officielles, où les gens savent avant qu'on leur dise et concluent avant qu'on leur explique. La nouvelle de la procédure juridique se répandit discrètement mais sûrement, portée par ces conversations à voix basse dans les couloirs et les déjeuners d'affaires où les gens parlent de ce qu'ils ne sont pas censés savoir. 2 clients importants ne renouvelèrent pas leur contrat. Ils n'expliquèrent rien, ils n'accusèrent rien, ils envoyèrent simplement des lettres courtes et polies qui disaient « merci » pour ces années et bonne continuation, avec cette froideur administrative qui est la façon élégante qu'ont les gens de couper les ponts sans se salir les mains. Un 3e client, le plus ancien, appela Alexandre directement et lui dit avec une franchise brutale qu'il appréciait par ailleurs « Je ne peux pas travailler avec quelqu'un dont l'intégrité est questionnée. Tu comprends? Ce n'est pas personnel. » Alexandre comprit. Laure, de son côté, reçut la notification du remboursement ordonné par le tribunal un mardi matin, par courrier recommandé, une lettre de 3 pages que son avocat lui avait pourtant résumée en une phrase la veille. Tout ce qui a été transféré illégalement doit être restitué, intérêt compris. L'appartement du 16e fut mis en vente dans le mois qui suivit, pas parce qu'elle l'avait décidé librement, mais parce que les chiffres ne lui laissaient pas d'autre choix. Et il y avait dans cette vente forcée une ironie que ni elle ni Alexandre ne pouvaient ignorer, cet endroit qu'ils avaient choisi ensemble comme symbole de leur vie nouvelle, devenant le premier sacrifice de leur chute commune. Ils essayèrent de tenir, pendant un temps. Ils se retrouvèrent dans un appartement de location que Laure avait pris en urgence dans le 18e, plus petit, moins lumineux, sans cette vue sur les toits qu'elle aimait dans le 16e, et ils essayèrent de construire quelque chose là-dedans avec ce qu'il leur restait. Mais ce qu'il leur restait n'était pas grand-chose, parce que ce qu'ils avaient partagé jusqu'alors reposait en grande partie sur l'excitation du secret, sur cette complicité particulière des gens qui font quelque chose d'interdit ensemble et qui confondent l'adrénaline de la transgression avec quelque chose de plus profond et de plus durable. Quand le secret disparaît, quand les conséquences arrivent et que la réalité ordinaire s'installe avec ses factures et ses silences et ses matins sans glamour, ce qui semblait être de l'amour se révèle souvent n'être que du désir habillé en promesses. Ils se séparèrent 3 mois après la réunion de l'appartement de la rue des Bernardins, sans drame, sans éclat, avec la résignation fatiguée de 2 personnes qui réalisent en même temps qu'elles se sont trompées sur ce qu'elles croyaient vouloir. Alexandre s'installa dans un studio du 11e arrondissement. Il continua de travailler, de reconstruire patiemment sa clientèle, avec cette obstination tranquille des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Il envoya un message à Inès un dimanche soir, un message long et maladroit où il essayait d'expliquer ce qui ne s'explique pas vraiment. Et Inès ne répondit pas ce soir-là ni le lendemain, et quand elle répondit enfin 3 semaines plus tard, ce fut avec des mots brefs et polis qui disaient « Je reçois ce que tu m'écris, et j'ai besoin de temps ». Et Alexandre sut que ce temps-là serait long et qu'il n'avait que lui-même à remercier pour ça. Laure quitta Paris au printemps. Elle alla s'installer en Normandie, dans la maison de famille de sa mère, et elle se mit à écrire un blog de cuisine qu'elle alimentait 2 ou 3 fois par semaine, avec des recettes simples et des photos de paysages normands. Ce n'était pas l'existence brillante et libre qu'elle avait imaginée en signant l'acte de propriété de l'appartement du 16e 1 an plus tôt, mais c'était une existence, et il y avait dans cette modestie contrainte quelque chose qui ressemblait peut-être de loin à un début de sagesse. Maître Leblanc l'appela un vendredi matin, à 9 heures, avec cette voix posée et précise qui était toujours la sienne,
mais dans laquelle Camille perçut ce matin-là quelque chose de légèrement différent, une chaleur discrète, le ton de quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle en essayant de rester professionnel. « C'est terminé, Madame Moreau, le jugement a été rendu hier soir. Les remboursements sont ordonnés, le divorce est prononcé, et chaque centime qui vous appartient vous sera restitué dans les 6 semaines. » Camille resta silencieuse quelques secondes, le téléphone contre l'oreille, debout dans sa cuisine avec son café du matin encore chaud entre les mains. « Merci, dit-elle. C'est vous qui avez fait le travail, dit Maître Leblanc doucement. Moi, je n'ai fait que l'accompagner. Elle raccrocha et posa le téléphone sur le comptoir. Par la fenêtre ouverte entrait l'air du matin, avec cette odeur de Paris au printemps qu'elle aimait depuis toujours. Et elle resta immobile un long moment à regarder les toits et le ciel clair. Et puis quelque chose se dénoua en elle, doucement, comme un nœud qu'on a porté si longtemps qu'on avait oublié qu'il était là. Et elle sourit, vraiment sourit, le premier sourire depuis des mois qui ne servait à rien d'autre qu'à être un sourire. Elle appela Inès. Sa fille décrocha à la 2e sonnerie avec cette voix encore légèrement ensommeillée du vendredi matin. Et quand Camille lui dit simplement « C'est fini, ma chérie, tout est réglé », il y eut un silence sur la ligne. Et puis Inès dit « Oh maman !» avec une voix qui n'était plus du tout ensommeillée. Et Camille entendit dans ces 2 mots toute l'attention que sa fille avait portée elle aussi pendant ces mois sans jamais se plaindre. Cette façon silencieuse et loyale qu'ont les enfants d'accompagner leurs parents dans les épreuves sans leur dire à quel point ça leur coûte aussi. « Je monte ce week-end, » dit Inès. « Je t'attendrai avec une tarte aux abricots, » dit Camille. Elle raccrocha et finit son café, et puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, quelque chose de simple et de presque enfantin. Elle mit de la musique dans l'appartement, pas fort, juste assez pour remplir le silence des pièces, et elle ouvrit toutes les fenêtres en grand pour laisser entrer le printemps, et elle passa la matinée à ranger, à aérer, à laisser la lumière entrer partout où elle voulait aller. Dans l'après-midi, elle envoya un message à Rodrigo. 4 mots seulement. C'est fini. Bien terminé. Il répondit en moins d'1 minute, avec ces mêmes 4 mots renvoyés dans l'autre sens. Bien terminé. À bientôt. Camille sourit une 2e fois, posa le téléphone, et retourna à sa fenêtre regarder Paris, qui continuait son vendredi de printemps sans se préoccuper de rien, magnifique et indifférent et éternel, comme elle l'avait toujours aimé. La justice, quand elle arrive, n'est presque jamais spectaculaire. Elle ressemble plutôt à ça. Un appel téléphonique un vendredi matin, un café encore chaud, une fenêtre ouverte sur le printemps, et quelque chose qui se dénoue enfin dans la poitrine d'une femme debout dans sa cuisine, qui sourit toute seule, et qui sait, pour la première fois depuis longtemps, que tout va vraiment bien se passer. Le printemps revint, comme il revient toujours, sans se préoccuper de ce que les gens ont traversé pendant l'hiver. Camille s'en rendit compte un matin de mars, en ouvrant la fenêtre de l'appartement, et en sentant cette odeur particulière de Paris au printemps, cette odeur de pierre mouillée et de tilleul naissant et d'asphalte tiède qui n'appartient à aucune autre ville au monde, et qui, depuis qu'elle était enfant, lui donnait l'impression que les choses pouvaient recommencer. Elle resta un moment à la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine, à regarder les toits et le ciel qui était bleu pour la première fois depuis longtemps, et elle pensa que c'était étrange et beau, comme la vie continue de vous offrir des matins, même quand vous n'êtes pas sûr de les mériter. Elle avait changé des choses dans l'appartement, pas tout, pas brutalement, mais progressivement, avec ce soin tranquille qu'on met à réaménager un espace qu'on réapprend à habiter seul. Elle avait déplacé les meubles du salon, changé les rideaux du bureau, et elle avait retiré la photo du buffet de l'entrée, pas par amertume, mais parce qu'elle appartenait à une version d'elle-même qui n'existait plus tout à fait, et qu'il était temps de laisser de la place pour ce qui venait. À sa place, elle avait mis un vase avec des fleurs fraîches qu'elle achetait maintenant chaque samedi matin au marché du boulevard Raspail, des fleurs qu'elle choisissait elle-même, pour elle seule, parce qu'elles lui plaisaient, et c'était une chose si petite et si simple qu'elle n'aurait jamais cru qu'elle pouvait compter autant. Ce matin-là, elle avait rendez-vous avec Inès. Sa fille était montée de Lyon pour le week-end, la première fois qu'elles se retrouvaient seules toutes les deux depuis que tout avait changé, et Camille l'attendait devant le marché, avec cette légère nervosité douce qu'on a avant de retrouver les gens qu'on aime après une longue période difficile, cette crainte que les choses aient changé entre vous aussi, que l'épreuve ait laissé une distance qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sentira dans les silences.
Inès arriva en courant depuis le métro, légèrement essoufflée, les cheveux dans le vent, et elle serra sa mère dans ses bras longuement, avec cette façon qu'elle avait depuis toujours de serrer les gens qu'elle aime, comme si elle voulait s'assurer qu'ils sont vraiment là. Et Camille ferma les yeux et pensa que certaines choses, heureusement, ne changent pas. Elles passèrent 2 heures au marché, à choisir des légumes et des fromages, et une tarte aux abricots que la vendeuse leur tendit, avec le sourire satisfait de quelqu'un qui sait qu'elle vend quelque chose de bon. Elles parlèrent de tout et de rien, du travail d'Inès, du week-end en Bretagne qu'elle avait finalement fait avec son compagnon, d'un livre qu'elles avaient toutes les deux lu sans se le dire, et dont elles découvrirent en riant qu'elles avaient la même opinion. Et puis Inès dit doucement en portant les sacs, sans regarder sa mère, « Tu vas bien, vraiment ?»« Oui, » dit Camille. Et c'était vrai, vraiment vrai. Pas la vérité polie qu'on donne pour rassurer les gens qu'on aime, mais la vérité simple et pleine de quelqu'un qui a traversé quelque chose de difficile et qui a découvert de l'autre côté qu'elle était encore entière. Inès hocha la tête et prit sa main, et elles marchèrent comme ça jusqu'à l'appartement, main dans la main dans les rues de Paris au printemps, comme quand Inès était petite et que le monde semblait tenir dans l'espace entre 2 paumes. Le soir, Camille dîna seule au Solin. Elle avait hésité. Elle avait pensé que ce serait peut-être trop tôt ou trop chargé de mémoire. Et puis elle avait décidé que c'était exactement pour cette raison qu'elle devait y retourner, parce qu'on ne laisse pas les endroits aux mauvais souvenirs, on les reprend, on les réhabite, on en fait autre chose. Bernard l'accueillit avec ce sourire discret et bienveillant qui était le sien depuis toujours, et il la conduisit vers la table 7 sans qu'elle ait besoin de demander. Il apporta le chablis. Elle le prit entre ses 2 mains et regarda la salle autour d'elle. La même lumière ambre douce, les mêmes nappes blanches, les mêmes conversations feutrées, et elle pensa que c'était une belle salle, vraiment, et qu'elle avait toujours su que c'était une belle salle, et qu'il n'y avait aucune raison de la laisser appartenir à un souvenir douloureux quand elle pouvait appartenir à ce soir, à ce verre, à cette femme assise seule à une table et qui n'attendait personne parce qu'elle n'avait besoin d'attendre personne. C'est alors qu'elle vit Rodrigo entrer. Il ne l'avait pas vu encore. Il parlait avec Bernard près de l'entrée, et il avait cet air qu'elle lui connaissait maintenant, ce calme habité de quelqu'un qui a appris à ne plus se presser, et puis il leva les yeux et la vit et s'arrêta une seconde, juste une seconde, avec ce sourire imperceptible qui était peut-être la chose la plus honnête qu'elle lui avait jamais vue sur le visage. Il traversa la salle vers elle. « Je ne savais pas que vous veniez ce soir, » dit-il. « Moi non plus que vous, » dit-elle. Il désigna la chaise en face d'elle du regard, et elle fit glisser la chaise légèrement vers lui, ce geste simple et silencieux qui dit oui sans avoir besoin de rien ajouter. Il s'assit. Bernard apporta un 2e verre sans qu'on le lui demande, comme depuis toujours, comme si certaines choses savaient d'avance ce dont on a besoin. Ils restèrent silencieux un moment, tous les deux, avec leur verre et la lumière ambre et le bruit doux de la salle autour d'eux, et ce silence-là n'avait rien de pesant. Il avait au contraire cette qualité rare des silences entre les gens qui n'ont plus besoin de remplir l'espace pour se sentir bien ensemble. Dehors, Paris continuait son soir de printemps, indifférent et magnifique, comme il l'avait toujours fait et comme il le ferait toujours, pour tous ceux qui avaient le courage de recommencer. Voilà pour l'histoire de Camille. Une femme qui aurait pu tout briser en 1 seconde et qui a choisi la patience, la dignité et la vérité. Est-ce qu'elle a bien fait d'attendre ? Auriez-vous fait la même chose à sa place ? Dites-nous tout dans les commentaires. Vos réponses sont toujours la meilleure partie de nos soirées. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous pour la suite. À très bientôt.